recommandations viennent d'être réécrites cette année, sont disponibles, et je vous invite donc à pouvoir y avoir un accès facile quand vous êtes dans le doute, même si les choses n'ont pas changé. Elles sont gratuites sur Internet, Eco, Guidelines, et en gros la philosophie reste la même, limiter la corticothérapie, aussi bien dans la rectocolite hémorragique que dans la maladie de Lou. Alors, je voudrais insister sur une chose, les recommandations sont parfois frustrantes, en ce sens qu'on voudrait trouver la recette de combien de jours faut-il traiter Madame Michu? Combien de jours? Quand change-t-on? Quels sont les nœuds pour changer de stratégie et passer d'une couche à l'autre? Et là, les recommandations ne peuvent pas se mouiller parce qu'il n'y a pas d'études, et donc on en arrive à des recommandations d'experts, de consensus d'experts, et notamment le consensus STRIDE, qui a été émis il y a 1 an et demi environ, et qui dit, alors, vous allez voir, c'est assez voisin à Crohn et rectocolite hémorragique. Celui-là, c'est celui de la maladie de Crohn. La rémission clinique et l'amélioration de ce que le patient raconte, c'est très important. Il faut l'obtenir, là, en 3 mois. Si au bout de 3 mois, vous êtes toujours avec la même recette et que le patient se plaint toujours autant, les recommandations vous disent non, là vous n'êtes pas assez réactif. Et puis, l'endoscopie. Alors, bon, il faudrait que je fasse court. Jean-Marc Canard va me pardonner de parler un tout petit peu d'endoscopie. Enfin, en gros, il paraît que c'est important. Et au bout de combien de temps il faut regarder? Est-ce qu'à J2, on fait la coloscopie? Non, la réponse est entre 6 et 9 mois. Et ça, c'est la première fois que des gens se mouillent pour dire, bon, regardons, on traite quelqu'un, si on obtient la rémission clinique, et il faut l'avoir dans un délai de 3 mois, il faut vérifier la rémission endoscopique ou une amélioration endoscopique, on va voir ça, et ce, dans un délai de 6 à 9 mois. Allez, on peut mémoriser 6 mois, vous allez voir que ça, ce sera pareil pour rectocolite hémorragique et rapidos, la rectocolite hémorragique, les choses n'ont pas beaucoup bougé. La liste des médicaments est sur la gauche, les aminosalicylates, la corticothérapie, la zatioprine. Allez, apparaît un petit peu le méthotrexate, bien que le critère principal du jugement de la nouvelle étude n'était pas atteint, mais il a été reconnu que le méthotrexate pouvait être aussi efficace probablement que la zatioprine chez les malades résistants ou intolérants à la zatioprine. Les anti-TNF, le védolizumab, qui a une belle place dans la rectocolite hémorragique, et la chirurgie. Quand on prend la décision, et les recommandations nous disent ça d'un traitement, tient compte de la sévérité, très peu de la localisation, beaucoup de l'histoire des traitemants antérieurs. Dans quel cas est-ce qu'on tient compte de la localisation au cours de la rectocolite hémorragique? Dans les recommandations, finalement, c'est le traitement d'entretien des formes distales qui peut n'utiliser qu'un traitement local. Sinon, quelles sont les recommandations? Ben voilà, la plaque rectocolite est là. Vous entrez dans votre traitement par la partie gauche en fonction de la sévérité de la maladie. Forme minime à modérée, que ce soit une forme locale ou orale, les recommandations vous disent traitez donc, s'il vous plaît, à la fois péros et par un traitement local. Les associations péros et locales sont plus efficaces que la monothérapie péros ou la monothérapie locale, aussi bien dans les RCH distales que dans les RCH étendus. Donc la même recette pour tout le monde, et les études montrent un effet dose-réponse de la forme orale. 4 grammes, ça fait mieux que 2 grammes. 4 grammes 8, ça fait mieux que 2 grammes 4. Tout ça, j'ai parlé de tous les laboratoires en même temps, et les 5 ASAS sont équivalents les uns avec les autres. Donc ça, c'est le bandeau bleu qui, dans la rectocolite hémorragique, va être très étendu. Combien de temps il faut? Vous avez vu, c'est marqué 3 mois, et c'est effectivement dans cette partie des recommandations, il est dit, si le malade est minime à modéré, s'il n'a pas plus de 4 selles sanglantes par 24 heures, s'il s'améliore un peu rapidement dans le début du traitement, il faut rester pendant 3 mois comme ça, et n'utiliser la cortisone que dans les formes plus sévères. La corticothérapie locale n'est pas plus efficace. Les recettes utilisant la corticothérapie locale dans le traitement de première intention ne sont pas logiques, elles ne sont pas substantiées par des études. Quand on utilise une corticothérapie par voie systémique dans les formes
soit d'emblée parce que c'est une forme sévère, soit dans les formes résistantes au traitement de première intention pour les formes minimes à modérées. Il est recommandé d'utiliser l'azatioprine pour prévenir la rechute chez les malades pour lesquels on a documenté une inefficacité du 5-azate. Sinon, on peut utiliser le 5-azate. Et comme vous le voyez, la partie haute de la pyramide, elle a un tout petit peu changé par rapport aux recommandations d'avant, parce qu'on y a introduit le védolisumab. La partie haute de la pyramide, en rectocolite hémorragique, c'est à peu près entre 10 et 15%. On a vu ces dernières années, ces dernières décennies, diminuer le nombre de colectomies pour rectocolite hémorragique. On maintient mieux les malades en rémission, mais au prix de traitement continu, soit par un anti-TNF qui est recommandé en première intention, soit du védolisumab en deuxième intention. Je vais commenter cette diapo. Anti-TNF, je ne sais pas lequel vous utilisez dans la rectocolite hémorragique. Bon, bonne réponse. C'est-à-dire que vous faites comme les recommandations disent. Les recommandations disent qu'il n'y a pas d'études comparatives, faites ce que vous voulez. Vous en avez deux qui sont sous cute. Un qui est par voie intraveineuse, avec une petite préférence pour l'intraveineuse dans les formes sévères, qui est le seul qui a été étudié. Et l'infliximab, dans les formes sévères, colite grave, fait aussi bien, ni mieux, ni moins bien, que la cyclosporine. Les recommandations disent ça. Faites ce que vous voulez. Il n'empêche que comme on a plus maintenant l'expérience d'utilisation de l'infliximab, il est largement préféré en pratique quotidienne à la cyclosporine. Le védolisumab est indiqué dans les formes résistantes à au moins 2 anti-TNF, voire 3 anti-TNF. Et quand vous avez une résistance, on parlait tout à l'heure, vérifier les dosages pour comprendre les mécanismes de la résistance à un anti-TNF. Voilà ce qu'il peut se dire sur la rectocolite. Les critères de jugement endoscopique. Vous avez eu la clinique, 3 mois. Si à 3 mois, il y a toujours des rectoragies d'éclairs, une fréquence de sel anormale, il faut certainement changer le traitement. Peut-être qu'il faut faire une petite endoscopie pour être sûr qu'on n'a pas affaire à un intestin irritable ou un clostridium difficile. Et si le malade est en rémission, il faut aussi lui faire une endoscopie qui peut n'être que courte et distale pour voir comment sont les lésions. Si les lésions sont sévères, maillot supérieur ou égal à 2, il faut certainement changer le traitement. Avis d'experts du consensus Stride, parce qu'aucune étude ne l'a démontré formellement. Si par contre il y a une rémission endoscopique ou une quasi-rémission avec un score maillot à 1, on peut rester avec le même traitement. Maladie de Crohn, 2017. Les médicaments, dis donc, il y a encore les aminosalicylés là. On s'attendait à ce qu'ils aient disparu de chez disparu. Et de fait, il y a des commentaires qui commencent à dire non, les aminosalicylés ne marchent pas, sauf qu'il y a des formes minimes de maladie de Crohn du côlon, ne relevant pas d'une corticothérapie par voie systémique, et pour lesquelles il est marqué qu'il y a un petit niveau de preuve, bas, mais qui donne une place aux aminosalicylés. Sinon, la porte d'entrée usuelle du traitement de la maladie de Crohn, qui habituellement suit je vais vous le montrer, une stratégie dite step-up, on y va progressivement comme dans la pyramide, la porte d'entrée, c'est une corticothérapie. Dans la mesure du possible, surtout dans les formes minimes à modérées, et si on a la chance que la localisation soit iléocolique droite, il faut utiliser le budesonide, c'est ce qui est recommandé. Sinon, on utilise une corticothérapie qui doit être courte. Et courte, c'est quoi? Pleine dose, 1 mg par kilo, ne pas dépasser 4 semaines. Et une baisse. Si ce traitement n'est pas efficace, ou s'il est mal toléré, il faut monter d'un cran, corticothérapie systémique à ce moment-là, et envisager un immunosuppresseur. Alors c'est là où les études et les recommandations étaient un peu décevantes. On s'attendait à ce que ça change beaucoup, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à démontrer que donner précocement l'azatioprine, ce soit efficace. Si on le donne tout de suite, ça doit marcher mieux. Et la réponse est non. 2 grands essais randomisés contrôlés, on dit qu'on fasse step-up progressif ou qu'on donne tout de suite de l'imurel dès la maladie. Le résultat est le même. Donc, OK pour garder la pyramide classique. Et puis la pyramide classique, vous voyez que chez le malade résistant, on y arrive progressivement seulement aux anti-TNF.
et chez le malade sévère, on va rentrer directement. Alors, 2017, dans quel cas on rentre directement sur un traitement anti-TNF dans la maladie de Crohn, dans les formes fistulisantes, quel que soit l'endroit de la fistule, les fistules périnéales, les fistules externes à la peau, les fistules internes. Là, il faut rentrer, c'est les recommandations, directement par un anti-TNF, et les recommandations ne vous disent pas lequel. Non, non. Il n'y a pas d'études comparatives. Choisissez votre anti-TNF, sous-cut, IV. Dites préférence pour les IV dans les formes les plus spectaculaires nécessitant hospitalisation pour une rapidité d'action probablement un peu plus grande, mais niveau de preuve faible, recommandation de pas grave. Et puis, on a 3 anti-TNF dans cette indication, pardon, 2 anti-TNF dans cette indication dans notre pays. L'infliximab, tous équivalents, tous les biosimilaires équivalents, l'adalimumab, on va dire pour demain, tous équivalents, puisqu'il va y avoir un médicament équivalent dans les semaines ou les mois qui viennent, dans les mois qui viennent. Et puis dans les formes résistantes aux anti-TNF, là j'ai pas fait les recommandations européennes, j'ai fait juste la France. Dans les recommandations européennes, il y a marqué vedolizumab ou ustekinumab. Et en France, comme vous le savez peut-être que vous n'avez pas encore été touché par ça, mais en gros, on s'est fait dire par les autorités il y a quelques mois maintenant, l'amélioration du service médical rendu du vedolizumab dans les études n'est pas suffisant pour qu'on continue à le rembourser dans cette indication. Donc, arrangez-vous, si vous continuez à prescrire du védo dans la rectocolite hémorragique, aucun problème, on paye. Dans la maladie de Crohn, on ne paye pas. On a 60 malades traités comme ça, donc il faut quand même se débrouiller. Politiquement, beaucoup de gens sont montés au créneau pour essayer de faire changer ça. Seuls 2 pays d'Europe, la France et le Danemark, ont cette attitude. Tous les autres remboursent le védo. Mais nous, aujourd'hui, on ne le fait pas. Du coup, toutes les nouvelles indications sont, chez les malades résistants aux anti-TNF, vont dans le sens de l'ustekinumab. L'ustekinumab, Stelara, traitement d'induction a changé par rapport à il y a quelques années. Enfin, tout ça, on est encore en RTU, hein. Puis une perfusion, puis après des administrations sous-cutanées, tous les trucs que j'aime pas, quand il y a marqué dans les recommandations, 8 à 12 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 8 ou ça veut dire 12? Bon, ça veut dire qu'on cherche la dose minimale efficace parce que c'est cher, mais d'un autre côté, 8, ça marche mieux que, donc, dans notre expérience, on a 2 tiers des malades qui sont à toutes les 8 semaines. Voilà. Et puis, bien sûr, qu'à chaque fois qu'on peut opérer le malade, quand la maladie mesure que quelques centimètres par rapport aux 30 000 € la perfusion d'induction de l'ustekinumab, il ne faut pas hésiter non plus à obtenir rapidement une rémission grâce à la chirurgie. Voilà. Donc ça, c'était le stride. La vraie vie, c'est ça. C'est est-ce que si on donne une biothérapie tout de suite, c'est les bleus, ou selon le step-up usuel, regardez, c'est non significatif. Ça, c'est une grande étude où il y avait plus de 1000 malades dans chaque groupe. Bon, pas de grosse différence, mais sur des critères secondaires de jugement, comme par exemple le risque de chirurgie à 2 ans, on a bien l'impression quand même, et ça c'est une bonne chose, que si on traite avec les biothérapies précocement, on traite un peu mieux les malades qu'auparavant. Enfin, vous voyez, ce n'est pas non plus des grandes révolutions. Les dosages sont utiles. On va avoir des recommandations écrites maintenant. Dans quelles circonstances? Juste une diapo là-dessus. Avant thiopurine, doser la thiopurine méthyltransférase. J'avais arrêté de le faire, maintenant les Américains disent qu'il faut le refaire. Il faut être proactif dans ce domaine pour diminuer le risque d'aplasie. Mais on l'a vu. Quand on est en échec de thiopurine, on vérifie la dose. La cible, c'est 250 picogrammes par 10 puissance 8 globules. Par 8 10 puissance 8 globules. Maladie quiescente, on ne fait pas de dosage, disent des recommandations, mais quand on est dans une situation d'échec de biothérapie, là, il faut être réactif, comme l'écrivent les recommandations. Donc, on n'est pas proactif, on est réactif et on dose avec une cible de 5 microgrammes par millilitre pour ce qui est de l'infliximab.
On peut obtenir à peu près la même chose pour l'adalimumab, mais les hyperpressifs, on dit 7,5 microgrammes par millilitre pour l'adalimumab. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les recommandations. Donc en gros, pas grand-chose n'a bougé. L'apparition de l'ustekinumab, qui n'a pas encore de prix, je sais qu'il est très cher, mais qui n'a pas encore de prix officiel. Et puis un peu la régression du vedolizumab dans la maladie de Crohn.